Au mois d'avril, la semaine en or est la plus importante du calendrier japonais, car c'est la période des festivals. C'est l'éclosion du printemps et de toutes les renaissances qui l'accompagnent. C'est un des rares moments où l'on s'accorde des vacances. Et c'est également l'occasion d'un retour aux sources. Les Japonais sont fascinés par leur histoire, et nombre d'entre eux consacrent cette semaine particulière à un voyage dans le passé, celui des samouraïs et des shoguns. Entre le XIIe et le XIXe siècle, le pays s'est replié sur lui-même. Presque 700 ans, pendant lesquels l'archipel nippon n'a eu que très peu de contact avec le monde extérieur. Durant cet âge d'or, le pays du soleil levant va connaître un raffinement artistique et culturel extraordinaire. En suivant les pas des Japonais d'aujourd'hui, partons à la découverte d'une civilisation unique, marquée par une philosophie, le zen, et par le code d'honneur des samouraïs. Début avril, commence la saison des sakuras, les cerisiers et leurs fleurs roses et blanches. Des milliers de corolles tapissent le sol et donnent au Japon un air féerique. Nous sommes dans la région d'Aichi, dans la petite ville d'Okazaki, à 350 km au sud de Tokyo. Les Japonais célèbrent Hanami, 16 jours de festivités, le temps que les cerisiers perdent leurs fleurs. Hanami signifie « regarder les fleurs ». Elles sont le symbole de la beauté éphémère. Le spectacle de cette neige végétale fascine les Japonais depuis près de 1300 ans. C'est également au 8e siècle, durant l'époque Nara, que l'empereur Kamu constitua les premières troupes d'élite pour unifier le pays. Ils prirent le nom de samouraïs, les serviteurs en armes. Un proverbe japonais dit que la meilleure des fleurs est celle du cerisier et que le meilleur des hommes est un samouraï. La tradition raconte que la vie de ces valeureux guerriers était héroïque et courte, belle comme celle des sakuras. Cette pluie de pétales réveille l'âme du Japon traditionnel. Les festivaliers se promènent en direction de la kermesse et de ses nombreux stands. Dans la rue principale, on se retrouve en famille pour déguster les spécialités locales. Comme les okonomiyaki, les tortillas japonaises faites à base de choux. Ou les célèbres yakitori, littéralement oiseaux grillés, ces fameuses brochettes de poulet ou de porc. Il règne ici une atmosphère bon enfant. Les plus jeunes se précipitent sur les attractions traditionnelles, comme la pêche au poisson rouge à l'épuisette. Dans sa version moderne, ceux-ci sont en plastique. Un peu plus loin, on a érigé un ring de boxe. Il s'agit d'un concours entre les pratiquants des clubs de la région. La fête bat également son plein de l'autre côté des douves, au pied du château fort. Cet élégant bâtiment de 5 étages a été construit en 1524. Son donjon et ses toits ont été restaurés en 1959. Ici demeurait le shogun. Petit à petit, les samouraïs se mirent à délaisser l'empereur pour se mettre au service de ses généraux de rang princier.
À la fin du XIIe siècle, grâce à cette caste de guerriers, les shoguns successifs dépouillèrent l'empereur de son pouvoir politique. C'est le début de l'ère féodale, 700 ans durant lesquels le Japon resta fermé sur lui-même. Dans les rues d'Okasaki, nous croisons des danseurs fin prêts pour une représentation d'Yosakoi. Cette danse de groupe très populaire a été inventée au Japon en 1954. Mais son origine est plus ancienne, car elle puise son inspiration dans une danse qui date de la fin du XVIe siècle. À l'époque, les danseurs et les musiciens défilaient dans la rue. Le Yosakoi les a fait monter sur une scène et adopter des chorégraphies énergiques sur une musique qui combine deux éléments, un rythme cadencé et une mélodie folklorique avec un air enfantin. Dans leurs mains, les danseurs tiennent des petits clapets en bois, conçus à l'origine pour éloigner les oiseaux des rizières. Le costume est composé d'une veste et d'un kimono léger. Aujourd'hui, plusieurs équipes de Yosakoi s'affrontent devant un public de connaisseurs. Sur le côté, pour encourager leur équipe, des danseurs manient habilement d'immenses drapeaux. Nous quittons Okazaki pour Kyoto, l'ancienne capitale impériale. C'est la destination favorite des festivaliers de la Semaine en Or. Un peu d'histoire. En l'an 794, l'empereur Kammu s'installe à Kyoto, situé dans la région du Kansai, dans le centre du Japon. Durant 800 ans, celle que l'on surnomme la capitale de la paix va devenir le centre culturel, politique et religieux de l'archipel. Au XIIe siècle, les premiers shoguns règnent à leur tour sur le Japon. Kyoto connaît alors une période faste. L'ancienne capitale impériale, qui a été relativement épargnée par les bombardements américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a gardé intact nombre de ses trésors architecturaux. Les Japonais, qui sont férus de leur histoire, se pressent ici en grand nombre. Kyoto accueille chaque année 50 millions de visiteurs, car elle incarne le Japon éternel. Ils viennent admirer ces magnifiques temples parfaitement préservés. Parmi les plus emblématiques, le Kenninji est un monastère fondé en 1202 par Dogen Kigen, un moine bouddhiste originaire de la ville. Parti en Chine, il revint avec une nouvelle forme de méditation, le zen. C'est dans ce temple que cette doctrine du bouddhisme fut enseignée pour la première fois au Japon. Dans le temple principal, les visiteurs peuvent admirer les nombreuses peintures qui ornent les portes coulissantes et les panneaux de papier qui délimitent l'espace intérieur des maisons traditionnelles. Ces fresques, réalisées à l'encre de Chine, sont l'œuvre de Hashimoto Kansetsu, un peintre très populaire du siècle dernier.
Elles mettent en scène la vie de Dogen Kigen lorsqu'il diffusait l'enseignement du zen. Mais le bouddhisme de ce moine ne se résumait pas à la méditation. Ses disciples devaient étudier des problèmes insolubles auxquels aucune réponse logique n'était possible. Ce bouddhisme zen connut une large expansion car Dogen Kigen bénéficiait de la protection des shoguns. Dans une autre salle, ces panneaux dorés sont la réplique de l'une des peintures les plus célèbres du Japon, représentant les dieux du vent et du tonnerre, réalisée au XVIIe siècle par l'un des plus grands maîtres des estampes. Sur ces panneaux, ces dragons peints au siècle dernier ont inspiré une œuvre beaucoup plus récente, devenue le clou de la visite du monastère de Kenninji. Le passage couvert, qu'il faut emprunter avec des chaussons rouges mis à la disposition du public, ouvre sur un impressionnant hall de bois qui date du XVIIIe siècle. À l'intérieur, un temple bouddhiste dédié à la cérémonie d'ordination des moines par les maîtres zen du monastère. Mais ce que les touristes sont surtout venus voir, c'est le plafond. En 2002, pour commémorer les 800 ans du temple de Kenninji, on a fait appel à un artiste d'Hokkaido. Il a mis 2 ans pour peindre cette magnifique fresque réalisée à l'encre de Chine sur du papier japonais. Elle mesure 11,40 m par 15,70 m. Elle représente le combat entre 2 dragons célestes. Ces créatures, issues de la mythologie chinoise, sont les gardiens du printemps, la saison où le cycle de la vie recommence. Dans leur serre, la pierre mythique des bouddhistes, qui exauce tous les souhaits, guérit les maladies et purifie l'eau. Au Japon, les dragons apportent chance et prospérité. Le monastère de Kenninji est un complexe de corridors, de petits temples et de jardins zen propices à la méditation. Les kare-sansui, aussi appelés jardins secs, sont composés de sable, de rochers, de gravier et de mousse, sans aucune autre plante. Ils ont un caractère abstrait et dépouillé, conforme à la doctrine zen qui bannit le superflu. Ces jardins sont secs car ils ne nécessitent aucun arrosage. L'eau y est figurée par les motifs parfaitement exécutés dans le sable. Méditer devant un tel paysage permet aux moines de vider leur esprit de toute pensée pour atteindre l'état de sérénité. Au nord de la ville, un autre jardin propose des motifs rectilignes. Sur le côté, trône un cône de gravier qui rappelle le mont Fuji. Ces jardins zen sont très populaires auprès des visiteurs venus en nombre pour profiter de la douceur du printemps. Au-delà du kare-sansui s'étend un espace vert dédié à la promenade. Il a été dessiné entre le XVe et le XVIe siècle. Conformément à l'esthétique japonaise, il doit représenter un sous-bois moussu parsemé de bassins et sa source.
Au centre d'un des bassins, à l'endroit exact où la pleine lune se reflète dans l'eau cristalline, les passants ont pris l'habitude de jeter des pièces, créant ainsi un tapis argenté. Le plus beau jardin de Kyoto est sans aucun doute celui de Kingakuji. C'est le cadre idéal pour des selfies qui immortalisent la visite. Il recèle un trésor de l'architecture japonaise du XVe siècle, le pavillon d'argent. Il a été construit en 1482 par le shogun Ashigaka Yoshimasa. Le pavillon marque l'apogée de sa puissance et il est toujours considéré comme un chef-d'œuvre de raffinement et de simplicité. Mais le règne du shogun s'achève par une guerre civile. On raconte qu'il resta seul dans son jardin pendant que Kyoto était en train de brûler. Au début du XVIIe siècle, un nouveau clan de shoguns, les Tokugawa, prend le pouvoir. Commence alors l'ère Edo, qui continuera jusqu'au XIXe siècle. Le voyage des Japonais sur les traces de leur passé passe obligatoirement par les Alpes japonaises. C'est la chaîne montagneuse la plus haute du pays, avec des sommets dépassant les 3000 mètres d'altitude. Point de départ des skieurs et des trekkers, la ville de Matsumoto a connu son apogée à l'ère Edo. Dominant les douves de son allure austère, les festivaliers viennent admirer le château du Corbeau, surnommé ainsi en raison de sa toiture noire unique dans l'archipel. Depuis le donjon de 6 étages, le shogun de Matsumoto pouvait observer la ville discrètement. Cette petite tour sur la droite renferme une pièce dédiée à la contemplation de la Lune. Pour les Japonais, qui profitent de leurs maigres vacances pour revisiter le Japon classique, l'ère Edo est la période faste par excellence. Elle marque la fin de l'époque féodale et avec elle, le temps héroïque des samouraïs. Après des siècles de conflits, le pays est enfin en paix et les valeureux guerriers occupent désormais des postes de conseillers, de gardes ou de messagers auprès du shogun. Mais ils continuent à pratiquer leur technique de combat comme un art, en perpétuant la culture chevaleresque de leurs illustres ancêtres. Dans le parc du château, les visiteurs peuvent également assister à une cérémonie du thé. Bien que le breuvage venu de Chine soit connu depuis longtemps au Japon, ce n'est qu'au XVe siècle que sa préparation fut codifiée suivant le rituel de la doctrine zen. Pour ce faire, on utilise du thé vert en poudre, le matcha. L'usage de cette boisson fut popularisé par les samouraïs qui assistaient aux cérémonies. La région de Matsumoto est également renommée pour une spécialité culinaire qui a conquis le monde entier, les ramen, la soupe de nouilles japonaise. Chaque restaurant garde jalousement sa recette secrète. Car si le plat paraît simple, un délicieux ramen nécessite un savoir-faire bien particulier. Hideaki Oryuchi est bien connu pour ses soupes au goût subtil. とりあえずこれチャーシューが
Pour préparer la garniture, le chashu, j'utilise de la côte et du jambon de porc. Vous savez pourquoi? Je pourrais me contenter de mettre un seul ingrédient. Mais dans le monde très concurrentiel des ramen, il faut rester créatif pour faire la différence. Si je mets 2 sortes de viande, c'est pour donner plus de sensations lors de la dégustation. J'utilise aussi de l'huile parfumée, afin que le goût de la sauce soja soit plus corsé lorsqu'elle est mélangée au bouillon à base de porc. Je rajoute du lard de porc pour amener un peu de douceur. En plus, je mets un peu d'huile de poireau. Elle rajoute beaucoup de parfum. Ensuite, les nouilles. On les appelle osomen. Il existe plusieurs sortes de pâtes, mais moi je préfère les osomen pour ma soupe. Je vais les cuire. Il faut que l'eau reste à température constante, bouillante, sinon elles sont mal cuites. C'est pourquoi, dès que je mets les nouilles, l'eau doit bouillir instantanément. Il faut faire une cuisson parfaite pour que les nouilles restent fermes. Il y a beaucoup de sortes de bouillons. Dans notre soupe, il y a du poulet, du porc et du poisson. Le bouillon est très savoureux. Nos ramen ont vraiment du goût. Hideaki cherche sans cesse à parfaire sa recette. Ma soupe a une couleur blanche, car je fouette mon bouillon pour faire une émulsion, comme pour la mayonnaise. En principe, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. En les fouettant, elles se mélangent parfaitement. Ça devient une émulsion. Quelques minutes à peine, et c'est prêt. Mais derrière cette apparente simplicité se cache un grand savoir-faire et le souci du détail. Cette soupe est riche et savoureuse. Voilà notre spécialité, le shoyu-men kokunigori. Les restaurants de ramen se livrent désormais une concurrence féroce dans leur recherche du goût authentique. Je mange des ramen depuis que je suis tout petit. Mais comparé aux soupes de nouilles que l'on mangeait il y a 20 ou 30 ans, les ramen font désormais partie de la gastronomie. C'est-à-dire que ce plat est l'essence même de la cuisine japonaise. Le dashi, le bouillon japonais. Et puis, le palais des clients a aussi beaucoup évolué. Le restaurant est prêt à recevoir sa clientèle de gourmets. En s'enfonçant plus profondément dans les vallées des Alpes japonaises, on remonte le cours de l'histoire. Durant la semaine en or, les Japonais aiment visiter les petites bourgades hors du temps qui donnent l'impression de se promener dans un décor de film. Narai est sans doute l'une des mieux préservées. La rue principale, longue d'1 kilomètre, est bordée de magnifiques maisons de bois traditionnelles. Le rez-de-chaussée aux portes coulissantes servait à l'accueil des voyageurs. L'étage supérieur était réservé à la famille. C'est grâce à l'obstination de ses habitants que ce village typique est resté intact depuis près de 300 ans. Il est interdit aux propriétaires de ces maisons d'agrandir ou de rajouter une balustrade. Narai a connu son essor à la période Edo, lorsque le pouvoir des shoguns se déplaça dans l'actuel Tokyo, tandis que l'empereur restait à Kyoto. Le village se trouvait à un endroit stratégique sur la célèbre route de Nakasendo qui reliait les deux capitales. Il représentait une étape importante sur le chemin. C'est pourquoi nombre des maisons servaient d'auberges et de comptoirs. Seigneurs de guerre et samouraïs, pèlerins, courtisanes ou riches marchands y faisaient une halte pour reposer les chevaux et parfois faire affaire.
Le clan des Nakamura était la plus riche de ces familles de commerçants qui profitaient de l'emplacement idéal de leur ville. Aujourd'hui, les touristes visitent surtout les nombreux magasins d'artisanat local. Revenir de Narai avec un souvenir, c'est rapporter un petit peu de l'histoire glorieuse des samouraïs. Tout au long du printemps, les Japonais continuent leur voyage dans le passé à la recherche du lien profond qui les unit tous. Ils se retrouvent notamment dans le théâtre municipal de Matsumoto. Les spectateurs sont venus nombreux assister à un spectacle de taikos, les tambours japonais. Sur scène, c'est l'une des meilleures troupes du Japon, plusieurs fois champion national de taikos, qui va jouer. Que le spectacle commence. Impressionnant d'énergie, les taikos battent depuis toujours au rythme du cœur des Japonais. Les premiers tambours sont apparus à l'époque Nara, vers 700 après Jésus-Christ, lors des fêtes et des cérémonies. Ils étaient aussi utilisés sur les champs de bataille pour motiver les troupes et intimider l'ennemi. Aujourd'hui, le taikos moderne reste toujours inspiré par cette tradition ancestrale. C'est ce que nous explique Ryo Takei, qui joue depuis 15 ans. Le wadaiko était surtout utilisé au moment des fêtes et aussi pour communiquer entre villages. La tradition du tambour est très ancienne. Certaines de nos fêtes sont célébrées depuis plus de 1000 ans. Mais le wadaiko que l'on joue sur scène a une origine beaucoup plus récente, qui remonte aux 50 dernières années. Le tambour est en train de se développer. Il y a beaucoup d'espace pour innover comme on désire. On cherche constamment à se renouveler grâce à de nouveaux spectacles et de nouvelles techniques. Voilà comment on m'a invité à rejoindre la troupe. Mes prédécesseurs étaient très renommés. L'un d'entre eux m'a dit un jour, « Toru, tu voudrais pas jouer du taiko ?» Et moi, j'étais vraiment un de leurs fans. J'assistais à toutes leurs performances. Alors, j'ai accepté leur proposition et j'ai rejoint la troupe. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer du taiko. Les fûts des taikos sont faits de bois, sur lesquels on tend de la peau de daim ou de cheval. Celui-ci pèse plus de 400 kilos. Ce tambour s'appelle Okedo Daiko. La taille de la toile fait 6 shaku, ça fait 1,80 m de large. Elle est à peu près de ma taille. Avec ce tambour, il faut se battre. Il faut un grand bâton, le bachi. Et avec, je le frappe de toutes mes forces. C'est comme ça que j'ai ce muscle-là. Plus que des musiciens, les joueurs de taikos sont des athlètes. Lors de leur performance, ils entrent en osmose avec le tambour. Mon but, c'est de devenir la musique.
Si lorsque tu joues, tu penses à l'avance à ce que tu dois faire pour garder le rythme, tu vas perturber la musique avec tes pensées. La musique que tu vas jouer ne sera pas pure. Il faut se détacher de toute pensée. C'est mon corps tout entier qui devient le bachi, le bâton. Mon corps ne m'appartient plus. Il est le bâton qui frappe le tambour. C'est comme si je me fondais dans la musique. Je garde cette image en tête. Il ne faut pas que je joue du taiko, il faut que je devienne le taiko. Aujourd'hui, c'est le but que je me suis fixé. On n'est pas encore totalement sûr de nous, mais on travaille tous pour s'approcher de la perfection. Si on se dit qu'on est au top, on ne peut plus progresser. Pour nous, il n'y a pas de limite. La beauté du geste, la précision, la synchronisation parfaite, la puissance des artistes nécessitent des années d'apprentissage. Cette troupe est l'une des rares formations de taikos qui rassemble aussi bien des hommes que des femmes. Car seul compte le talent et le travail accompli. C'est notamment l'opinion de Rie Asakura. Quand je joue avec la troupe, je suis seulement moi, en tant qu'être humain. C'est tout. Quand je joue, je n'y pense même pas. Ce n'est pas important de savoir si je suis une femme ou un homme. L'important, c'est d'être tous ensemble. Ce qui nous rassemble, c'est l'amour du taiko. Nous sommes les compagnons du taiko. Nous sommes solidaires. Je crois que c'est en restant tous ensemble que nous franchirons tous les obstacles. Comme beaucoup de Japonais de sa génération, Rie Asakura a commencé l'apprentissage du tambour en classe primaire. Elle a ensuite continué dans l'un des nombreux clubs de taikos. Cela fait maintenant 21 ans qu'elle joue et danse dans des troupes professionnelles. Ce qui compte, c'est de transmettre la vérité des émotions, toute la palette des sentiments que l'être humain peut ressentir, comme la joie ou la tristesse ou la colère. Cela comprend aussi le côté sombre de l'être humain, mais c'est surtout de la joie. C'est comme la vie, c'est comme les pages d'un livre que l'on tourne. Pour les Japonais, le taiko apporte énergie et réconfort. Après le spectacle, ils aiment remercier les musiciens et leur offrir des cadeaux. Car si les joueurs de tambour sont de véritables stars au Japon, ils restent très proches de leur public. Ici, l'ambiance est chaleureuse et vivante, comme le son du taiko. Bien sûr que cela fait toujours plaisir de recevoir des compliments. Mais avec notre spectacle, je cherche à toucher les spectateurs jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Lorsqu'on regarde le spectacle, on ressent vraiment de la joie de vivre. J'aimerais qu'après la fin du spectacle, les spectateurs emportent cette joie avec eux. Pari réussi pour la troupe. Leurs taikos sont un hymne à la joie. Notre voyage continue dans le Japon de la période Edo. Nous sommes à Ida no Sato, à 80 km à l'ouest de Matsumoto.
Ce village folklorique a été entièrement reconstitué dans le but de préserver l'héritage architectural et culturel de la région du Gifu. Il rassemble plus de 30 bâtisses, toutes d'origine, qui ont été pour certaines déplacées et reconstruites autour de ce point d'eau, le lac Gaomi. C'est l'une des destinations favorites des touristes japonais, venus renouer avec leur passé. C'est retrouver des plaisirs simples, comme nourrir les poissons. Ah, super! Jouer avec les cygnes et admirer le héron. Le temps d'une visite, c'est un retour à la vie campagnarde. Dans cette atmosphère villageoise, petits et grands retrouvent les jeux traditionnels de leur enfance, comme les échasses japonaises. Elles sont fabriquées en bambou. Il faut monter face au marchepied et tenir l'équilibre en coinçant l'orteil entre les morceaux de bois qui le composent. Même si elles ne sont pas très hautes, ce n'est pas facile quand on n'a pas l'habitude, surtout en gardant ses chaussures aux pieds. Les maisons sont construites sur les hauteurs. Tout a été minutieusement reconstitué à partir d'un ancien village, déserté par ses habitants partis vivre en ville. Le souci du détail est porté à son maximum. Comme le système d'irrigation. Un simple morceau de bambou régule le débit de l'eau. Même la rizière, parfaitement entretenue, laisse apercevoir de jeunes pousses printanières. Tout est fait pour que le visiteur se retrouve plongé au début du XVIIe siècle. Mais l'attraction principale de Ida no Sato, ce sont ces magnifiques maisons aux imposants toits de chaume, caractéristiques de cette région montagneuse. Les toits en pente ressemblent à deux mains jointes en prière. Cette forme permet aussi aux maisons de supporter les mètres de neige qui tombent chaque hiver sur les Alpes du Japon. Les toits sont faits d'une solide charpente de bois recouverte d'un épais manteau de paille. Il est constitué de milliers de tiges qui forment un chaume très compact de 40 cm de large. Celle-ci est ensuite fixée avec de la corde naturelle à la charpente. Malgré leur apparente fragilité, ces toits de chaume sont légers et très solides. Parfaitement adaptés au climat, ils apportent de la fraîcheur en été et conservent la chaleur pendant les hivers rigoureux. Ces anciennes demeures sont désormais classées au patrimoine mondial par l'UNESCO. Mais ces maisons ne sont pas que des musées. Certaines abritent des petits ateliers. Ici, on fabrique des boîtes en bois de cèdre. Ce magasin de souvenirs est très populaire. On y vend de superbes mannequins éco, ces chats qui portent chance. Une artiste locale les peint avec minutie.
Flottant fièrement au-dessus du village, voici les carpes volantes japonaises. On les accroche à des mâts pour la fête des garçons qui a lieu le 5 mai. Selon une légende venue de Chine, des carpes se seraient envolées depuis le fleuve Jaune et une fois dans le ciel, elles se seraient transformées en dragons. À l'époque Edo, seules les familles de samouraïs avaient le droit de célébrer la fête des garçons. Dans la maison centrale se cache un trésor, un vieux spécimen de carpe volante en papier parfaitement conservé. Elle mesure 9,50 m de long. Retour à Kyoto. Le printemps est la période idéale pour la visiter. Avec le soleil et la chaleur revenus, il fait bon profiter des berges de la rivière aux canards. Au cœur de Kyoto, c'est un oasis de fraîcheur, où la nature cohabite harmonieusement dans cette ville d'1 million d'habitants. Mais ces berges ne furent pas toujours dédiées à la promenade. À l'époque Edo, c'était l'un des quartiers chauds de la ville, le Pontosho. Ces maisons de bois aux larges terrasses, qui sont aujourd'hui devenues des restaurants, étaient des maisons de plaisir. On y jouait les pièces d'un nouveau théâtre, né au XVIe siècle. Voici l'histoire de sa fondatrice, Izumo no Okuni, une prêtresse qui se produisait sur scène lors de spectacles religieux. Sa beauté et sa grâce l'avaient rendue célèbre. Un jour, elle refusa de revenir au sanctuaire pour continuer à jouer librement ses propres pièces d'un nouveau genre, le kabuki. Pendant 25 ans, Izumo et sa troupe s'installent le long de la rivière aux canards et leurs spectacles deviennent très populaires. À Kyoto, l'histoire vous rattrape toujours au coin de la rue. De l'autre côté de la rivière, voici Gion, le fameux quartier des divertissements qui attire les touristes du monde entier. L'artère principale, l'avenue des Fleurs, était le rendez-vous des pèlerins et des voyageurs. Ils se retrouvaient dans les restaurants traditionnels et les auberges du quartier. Ils assistaient à des représentations de kabuki. Aujourd'hui encore, les touristes japonais sont friands de ces pièces de théâtre qui racontent la vie quotidienne durant la période Edo. Mais ce qui va faire le succès de Gion, ce sont les Hochaya, les maisons de thé de Kyoto. Ce sont des établissements où les samouraïs venaient se divertir auprès des geishas, les fameuses dames de compagnie de Kyoto. Certaines de ces demeures ont plus de 300 ans et sont en général encore tenues par les mêmes familles. Ces maisons de thé furent le théâtre d'histoires de vengeance entre samouraïs qui ont inspiré nombre de films japonais. La plus célèbre est celle des 47 Ronin, des samouraïs déshonorés qui avaient perdu leur shogun. Celui-ci avait dû se suicider pour avoir insulté le maître des cérémonies de la cour impériale. Les Ronin décidèrent de venger la mort de leur maître. Pendant 1 an, ils planifièrent un attentat. Pour ne pas être repérés, ils passèrent des mois à faire la fête dans les maisons de thé de l'avenue des Fleurs. La légende raconte que c'est dans cette magnifique demeure rouge, la plus ancienne des Hochaya de Kyoto, qu'ils gagnèrent une solide réputation de buveurs et de joueurs invétérés.
les Ronins finirent par accomplir leur vengeance. Ils se donnèrent ensuite la mort suivant le code d'honneur des samouraïs. Gion est resté encore aujourd'hui le quartier des plaisirs par excellence. Les hommes d'affaires réservent des mois à l'avance une soirée avec une geisha. Mais il ne s'agit pas de prostitution. Même si elles portent le kimono et le maquillage traditionnel des courtisanes de l'époque Edo, ces dames de compagnie très raffinées sont invitées dans les soirées et les repas d'affaires pour jouer de la musique, chanter et converser de n'importe quel sujet avec leurs clients. Les geishas de Kyoto, appelées geiko, sont avant tout des artistes. Leur apprentissage dure des années. Aujourd'hui, elles sont moins d'une centaine à exercer dans le quartier de Gion. Mais les geikos inspirent toujours les jeunes couples traditionnels pour leurs photos de mariage. Les jeunes japonaises se réapproprient leur passé et le kimono est redevenu à la mode. Ces dernières années, des magasins de location se sont ouverts un peu partout. Et il est courant de rencontrer des jeunes filles en habits traditionnels qui se prennent en photo pour les mettre sur les réseaux sociaux. Le meilleur endroit pour les selfies, c'est le long du canal Shirakawa, avec ses restaurants dont les salles donnent directement sur l'eau et que l'on rejoint en traversant de charmants petits ponts de bois. Ici encore, la nature généreuse enchante une somptueuse balade. Il n'est pas rare de voir de près une grue du Japon, emblème du pays et symbole de la vie éternelle. Kyoto possède une atmosphère particulière, une sérénité propice à la méditation. La ville est habitée par l'esprit du zen. Cette balade, le long de ce canal paisible, s'appelle le chemin de la philosophie. Il a été nommé ainsi car Kitaro Nishida, un philosophe japonais du siècle dernier, aimait s'y promener. Il travailla toute sa vie à réunir la pensée orientale et la philosophie occidentale. Sur les hauteurs, voici le quartier de Kyomizu-michi. Les petites rues piétonnes bordées des shops traditionnels conduisent les festivaliers de la Semaine en Or vers l'un des plus anciens lieux sacrés du Japon, le temple de Koizumi-dera. Il est constitué d'un vaste ensemble de sanctuaires, de pagodes et de monastères construits en 798. Durant le règne de l'empereur Kammu, le fondateur de la caste guerrière des samouraïs. Perchée sur une colline, cette élégante pagode rouge fait face au temple monumental de Kiyomizu-dera, imposant de force et de noblesse. L'immense terrasse et le hall principal reposent sur des pilotis de bois à 12 mètres au-dessus d'un précipice. Un chef-d'œuvre de technologie au début du Moyen-Âge. Les 139 énormes piliers qui supportent le poids de la structure monumentale sont assemblés à partir de troncs d'orme du Japon, des géants de 35 mètres de haut.
Au pied du temple, voici la fontaine d'Otawa Notaki, la chute d'eau au son de plumes. L'eau très pure de cette fontaine aurait des vertus thérapeutiques. Elle est divisée en 3 filets d'eau, chacun apportant une grâce, la longévité, la réussite scolaire et le succès en amour. Pas étonnant que les Japonais fassent la queue pour remplir leurs coupes emmanchées au bout d'une longue tige de métal. Une telle promesse mérite bien un peu de patience. La semaine s'achève et le temps des shoguns est désormais révolu. En 1864, le dernier d'entre eux abdiqua sans désigner de successeur. L'empereur reprit alors le pouvoir et décida d'ouvrir le Japon au monde occidental. C'est le début de l'ère Meiji, l'ère moderne. Mais les Japonais restent très attachés à cette période de 7 siècles durant laquelle leur pays resta coupé du monde et développa une civilisation unique et riche. C'est pourquoi chaque année, au mois d'avril, ils sont des millions à refaire ce voyage dans le passé glorieux des samouraïs.